Eh bien, bonsoir. Très, très heureux de vous retrouver pour cette première séance du séminaire annuel de l'Institut d'études lévinassiennes, donc qui cette année, comme vous le savez sans doute, portera sur la mémoire. Avant de vous donner plus de renseignements sur le programme de cette année, je voudrais rappeler la parution toute récente du livre de Gilles Anus sur Spinoza, Sans image ni parole, Spinoza face à la révélation aux éditions Verdier. Et aussi, puisque ça vient de sortir des presses, le numéro 16 des cahiers d'études lévinassiennes qui est paru donc sur le travail. Et comme vous pouvez le remarquer, il est assez volumineux. Voilà, 6 décembre, dans les bonnes librairies. Donc ce soir, nous allons écouter Luc Brusson sur l'anamnèse dans la pensée de Platon. La prochaine séance aura lieu à l'Université de Chicago. Danny Trom interviendra sur le thème suivant, se souvenir, mémoire et pratique politique dans le commentaire du livre d'Esther. Le 20 décembre, au Centre Edmond Flegg, Daniel Franco interviendra sur mémoire d'eau. Le 17 janvier, toujours au Centre Flegg, Yvan Segré présentera la mémoire du texte pour en finir avec l'homme Moïse. Le 7 février, à l'Université de Chicago, Pierre Quay, de la transmission et de l'immémorial, mémoire et temps. Jeudi 21 février, René Lévy interviendra sur mémoire, première partie, révolution du passé, faisons table rase. Il sera suivi du 14 mars par Gilles sur théorie des trous de mémoire, mémoire et conscience, toujours au Centre Edmond Flegg. Le jeudi 11 avril, 9 mai et 23 mai, Jean-Claude Milner fera une longue intervention sur transformation et permanence de la question juive à l'Université de Chicago. Oui. Oui, je sais, mais oui, mais tu fais bien de me le rappeler. Ça sera sûrement le 22 mai. Le jeudi 13 juin, Gilles conclura sa réflexion sur la théorie des trous de mémoire, études et remémorations. Et enfin, pour clôturer l'année, René présentera le deuxième volet de son intervention sur mémoire, deuxième partie, révélation. Sur la mémoire, Lévinas écrit dans Totalité et Infini la chose suivante. La mémoire reprend et retourne et suspend le déjà accompli de la naissance, de la nature. La fécondité échappe à l'instant ponctuel de la mort. Par la mémoire, je me fonde après coup, rétroactivement. J'assume aujourd'hui ce qui, dans le passé absolu de l'origine, n'avait pas de sujet pour être reçu et qui, dès lors, pesait comme une fatalité. La mémoire réalise l'impossibilité. La mémoire, après coup, assume la passivité du passé et le maîtrise. La mémoire, comme inversion du temps historique, est l'essence de l'intériorité. Fin de citation. Faculté d'actualiser une sensation, une idée, un événement. La mémoire se présente avant tout comme l'acte par lequel la conscience rappelle à soi le passé pour le faire revivre. Elle est ce par quoi la subjectivité s'approprie le passé comme son passé. Retour, retournement, reprise, suspension, la mémoire est renaissance à soi. Elle est à la fois révélation et résurrection. Si elle interroge fondamentalement notre rapport au temps, elle est, plus encore, expérience de la temporalité de l'esprit comme intériorité. Constitution de soi, découverte de la volonté subjective, passage de l'impuissance à la puissance, du destin à l'existence. À la différence de la logique historique qui objective et totalise la somme des événements,
faisant sombrer dans l'oubli ce qui n'a pas été extériorisé ni accompli, la mémoire est fragmentaire. Discontinuité, souvenir de l'inachevé, rappel d'une promesse persistante dont l'écho ne cesse de nous parvenir, mais que seule la volonté assumée peut entendre. Ce soir, nous avons le plaisir d'écouter Luc Brisson, dont je rappelle quelques faits. Luc Brisson est philosophe, historien de la philosophie, spécialiste de philosophie antique et directeur de recherche au CNRS. Il a récemment dirigé la nouvelle traduction de l'ensemble des dialogues de Platon chez Garnier-Flammarion, et a lui-même traduit de nombreux dialogues en collaboration avec Jean-François Prado, ainsi que les Énéades de Plotin, toujours avec Jean-François Prado, chez Flammarion. Il est l'auteur d'un nombre assez important d'articles savants et de plusieurs ouvrages, parmi lesquels on peut signaler Lire Platon avec Francesco Fronterota aux Presses universitaires de France en 2006, Lecture de Platon chez Vrin en 2000, et la réédition récente aux Belles Lettres de son ouvrage intitulé Le sexe incertain, androgynie et hermaphrodisme dans l'Antiquité gréco-romaine. Votre dernier ouvrage en date s'intitule Platon, et il avait été publié aux éditions du Cerf en 2017. Je vous laisse la parole. D'accord. Merci beaucoup. Et merci d'être là ce soir. Aujourd'hui, je veux dire ce soir, je vais parler de la mémoire chez Platon. Dans un premier temps, ça sera assez surprenant, dans la mesure où pour Platon, la mémoire ne touche pas le sensible, mais l'intelligible. C'est-à-dire que pour Platon, la réminiscence porte sur des objets et non sur des événements. Mais dans un second temps, je vais essayer de montrer qu'effectivement Platon ne s'intéresse pas de la mémoire et qu'il s'agisse de la mémoire collective à travers la question du mythe et de l'histoire et de la mémoire individuelle, c'est-à-dire que la mémoire comme constitutive d'une identité personnelle. Et si on a le temps, je prendrai, j'irai beaucoup plus loin, j'évoquerai la figure d'Héraclès, interprété par Plotin, qui est un platonicien du IIIe siècle de notre ère. Et donc on verra comment les deux perspectives s'accordent. Donc, voilà. Ce qui est important de comprendre en ce qui concerne Platon, c'est donc un postulat surprenant pour nous, mais intéressant d'un point de vue philosophique. Pour Platon, les réalités et les choses qui nous entourent ne sont que des images de réalité véritable, c'est-à-dire les formes intelligibles. Ce n'est pas un refus de la réalité, des choses sensibles, mais c'est une façon de rendre compte du fait que le sensible n'est pas livré au chaos et que on peut y agir, le penser et en parler. Et ce qui amène Platon à postuler l'existence de réalités intelligibles dont les choses sensibles sont les images. Cela dit, immédiatement on voit le problème que cela pose.
En effet, si on ne peut saisir ces réalités intelligibles par les sens, c'est-à-dire tout simplement par une connaissance corporelle, il faut faire l'hypothèse qu'il existe un autre type de connaissance. Et pour Platon, cet autre type de connaissance est lié à une réalité intermédiaire entre le sensible et l'intelligible, c'est-à-dire l'âme. Et pour Platon, donc, l'âme est une réalité qui voyage. L'âme est le principe du mouvement, et c'est la raison pour laquelle l'âme est et c'est ce qui explique la vie dans les plantes, la vie chez les animaux, la vie chez les êtres humains et même la vie chez les dieux, l'univers étant lui-même un dieu. Donc on a une âme qui fait la relation entre le sensible et l'intelligible. Et cette âme, comme principe de mouvement, est immortelle. Tout simplement parce que si le mouvement s'arrêtait, tout s'arrêterait. Or, cette âme qui est amphibie, en gros, qui se situe entre le sensible et l'intelligible, voyage dans le temps. Et donc, cette âme est soumise à des cycles qui comprennent 10 périodes. Durant la première période, l'âme humaine suit les dieux et monte dans le ciel et traverse l'enveloppe du monde pour contempler l'intelligible. Après cette première période, l'âme redescend dans le ciel et donc dans l'univers et s'incarne en différents types d'hommes d'abord, de femmes ensuite, puis d'animaux, avant de connaître un nouveau cycle et ainsi, avant de connaître un nouveau cycle et de reprendre donc ces voyages donc dans le ciel jusqu'à l'extérieur du monde, puis on revient dans le monde et une série d'incarnations dans différents types d'animaux. Ce qui est fondamental dans ce mythe des pérégrinations de l'âme, c'est que au cours de la première période, l'âme contemple l'intelligible. Et une fois qu'elle est descendue dans le sensible, l'âme doit se ressouvenir de ce qu'elle a vu. Et donc cette idée de réincarnation chez Platon est très différente de celle que l'on retrouve dans le monde indien, par exemple. Dans le monde indien, un jeune prince se souviendra d'avoir été sous un arbre avec une jolie fille, de boire du vin, etc., d'être allé à la chasse aux tigres, etc. Et donc, pour la réincarnation dans le monde indien et en ce qui concerne la réminiscence, on a le souvenir d'événements passés. Chez Platon, ce n'est pas du tout le cas. Le seul souvenir que l'âme peut avoir de cette première période est le souvenir non pas d'événements, mais d'objets. Et ces objets, ce sont des réalités véritables, par exemple la justice, la beauté, la sagesse, etc., etc. Et donc, vous voyez comment les choses se présentent de façon tout à fait paradoxale chez Platon. Dans un dialogue qui s'appelle le Ménon, le dialogue commence de cette façon. L'idée est donc Ménon, qui est un noble thessalien,
demande à Socrate, comment, donc peux-tu me dire, Socrate, si la vertu s'enseigne ou si elle ne s'enseigne pas, mais s'acquiert par l'exercice. Et si elle ne s'acquiert pas par l'exercice, ni ne s'apprend, advient-elle aux hommes par nature ou d'une autre façon? Et de quelle façon chercheras-tu, Socrate, cette réalité dont tu ne sais absolument pas ce qu'elle est? Laquelle des choses qu'en effet tu ignores prendras-tu comme objet de ta recherche? Et si même, au mieux, tu tombais dessus, comment saurais-tu qu'il s'agit de cette chose que tu ne connaissais pas? Donc c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Ménon, et je pense que c'est quelque chose de philosophiquement vraiment intéressant. La question de savoir comment on découvre, donc on découvre une vérité et surtout comment on l'enseigne. Alors, ou bien on connaît cette réalité et alors il n'est pas nécessaire de la chercher, mais ou bien on ne la connaît pas et alors comment, même si on tombe dessus, on saura que cette réalité est la bonne. Donc, ce paradoxe amène Socrate à faire l'hypothèse que la connaissance et donc l'enseignement consiste non pas à transmettre un savoir, mais consiste à faire découvrir le savoir qui se trouve déjà dans l'interlocuteur. Et c'est la raison pour laquelle dans le Ménon, Socrate fait une espèce d'expérience tout à fait surprenante dont on peut discuter la véracité. Et cette expérience est la suivante. Socrate demande à un serviteur de Ménon de lui expliquer comment on peut doubler une surface. Et donc, ce serviteur, c'est un homme jeune, très jeune, qui n'a aucune éducation et que Socrate va soumettre à une série de questions. Et le jeune homme, le jeune serviteur, va réussir à découvrir comment on double la surface, on double une surface. Et Socrate estime qu'il s'agit là d'une démonstration du fait que le jeune garçon, qui était ignare, illettré, avait en lui-même une vérité qui lui est apparue parce que Socrate lui posait les bonnes questions. Et donc là, on arrive à cette idée que j'ai essayé de développer dans mon livre sur Platon. Il s'agit, me semble-t-il, d'une critique très aiguë et très dure d'une certaine forme d'éducation. En effet, à l'époque de Platon et à l'époque de Socrate, l'éducation se présentait comme la transmission d'un savoir, c'est-à-dire la transmission de règles bien formulées que les sophistes transmettaient à leurs disciples en les faisant payer très, très cher. Et donc, ces règles, c'était des règles concernant le langage, et c'était des règles qui devaient permettre aux citoyens, parce qu'on se situait dans une démocratie directe, d'être victorieux à l'Assemblée et au tribunal. Donc à l'Assemblée, parce que tout le monde pouvait se rendre à l'Assemblée, le projet de loi, s'il était bien présenté, était voté et on passait
à la réalisation de ce projet de loi. Et au tribunal, c'était la même chose. Et si vous prenez l'apologie de Socrate, c'est vraiment très intéressant. Au tribunal, vous aviez le président du tribunal qui ne faisait pratiquement rien. Donc, il y avait l'accusateur et celui qui est l'accusé, qui faisaient chacun un discours. Et ce discours, à la fin de ces deux discours, 450 jurés, qui en général étaient payés pour venir passer la journée au tribunal, décidaient qui avait raison, qui avait tort. Donc vous voyez, dans cet environnement politique, la puissance de la parole était extraordinaire. Celui qui était victorieux, c'était celui qui savait parler. Et c'est la raison pour laquelle les sophistes vendaient si cher leur enseignement. Avec Platon, l'éducation change complètement d'allure. Il ne s'agit plus de transmettre, et c'est la raison pour laquelle Socrate prétend ne rien savoir. Ça ne veut pas dire que Socrate ne sait pas se lever, manger, marcher dans la rue, trouver une maison. Non, ça signifie que Socrate n'a rien à transmettre comme règles pour lesquelles il se ferait payer. Ce que Platon et donc ce que Platon met dans la bouche de Socrate, c'est une idée de l'éducation radicalement différente de celle des sophistes. L'éducation n'est pas la transmission d'un savoir, l'éducation, c'est la redécouverte d'un savoir qu'on possède en soi-même. Et c'est exactement ce que Socrate fait dans les premiers dialogues et ce qu'on retrouve par la suite. Et donc, c'est ça, ce qu'on appelle la réminiscence en grec, c'est anamnésis, c'est la mémoire d'une expérience prénatale, une expérience qui porte sur des objets qui sont la réalité véritable, dont les choses sensibles ne sont que des images. Et cette réalité véritable, donc toutes les âmes l'ont déjà contemplée et on la redécouvre dans le dialogue. Et donc, vous voyez la différence fondamentale entre l'éducation traditionnelle en Grèce ancienne et l'éducation telle que Socrate voulait la développer. Et c'est très intéressant de voir, mais encore une fois, il faut être un spécialiste de Platon, j'espère que je ne vous embête pas trop en citant des dialogues, dans le banquet de Platon. Qui explique cette orientation de la réminiscence, c'est une femme, c'est Diotima. Et ce n'est pas quelque chose qui est contingent. Je pense que à un modèle éducatif qui est très masculin, Socrate propose un modèle éducatif qui est féminin et qui porte sur l'accouchement. Et c'est la raison pour laquelle, très souvent, on parle chez Platon des douleurs de l'enfantement, quand on parle de la découverte d'une vérité. Et donc, vous voyez, cette notion de réminiscence est une notion qui nous paraît très bizarre, qui implique le récit d'un mythe, le mythe justement de la montée des cycles auxquels sont soumises les âmes, des cycles de 10 périodes. Durant la première période, l'âme est à l'extérieur du monde, contemple l'intelligible, elle revient dans le monde, et tout ce qui touche à la connaissance et à l'éducation implique le souvenir de cette expérience primordiale. Donc c'est une expérience prénatale et
c'est une expérience qui demande justement, qui passe par le dialogue entre celui qui peut être considéré comme le maître, et éventuellement Socrate, et l'interlocuteur, qui doit découvrir en lui-même cette vérité qui s'y trouve déjà. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus paradoxal chez Platon. Mais Platon n'est pas, quoi qu'on dise, un contempteur du corps et un contempteur de l'expérience sensible, parce que Platon fera intervenir la mémoire à un autre niveau, c'est-à-dire au niveau des choses sensibles. Donc, encore une fois, je le répète, cette idée de la réminiscence qui nous paraît si bizarre et qui est intimement associée au mythe est une façon de proposer un nouveau modèle éducatif. Ce modèle éducatif, c'est le souvenir d'une expérience prénatale, une expérience non pas d'événement, mais d'objet, de réalité intelligible. Ça concerne donc la métaphysique et l'éducation. Mais il faut tenir compte d'une autre dimension de la mémoire qui donc a rapport à l'âme, bien évidemment, et qui fait intervenir le jugement des âmes. Et j'essaierai de terminer cette section sur le sujet en faisant remarquer que chez Platon, et c'est ce qu'on trouvait un peu dans le passage de Lévinas qui vous a été lu, la mémoire, c'est l'instrument de l'identité personnelle. Il n'y a pas d'identité sans mémoire. Et donc, je vais essayer de montrer ce qu'il en est chez Platon en faisant référence donc au jugement des âmes dans le mythe d'Air. Et donc, je vais ensuite extrapoler pour montrer que ce qui est raconté comme un mythe est quand même très intéressant du point de vue de la définition de l'identité personnelle. Donc, le mythe d'Air est raconté à la fin de la République, au 10e livre de la République, et je vous lis le début, je vous lis le début, et de façon à vous faire comprendre ce qu'il en est. Donc voilà le début de ce mythe. Donc il s'agit donc du récit d'un homme vaillant dont le nom était Air, fils d'Arménios, originaire de Pamphylie. Il se trouve qu'il mourut au combat. 10 jours avaient passé quand on vint ramasser les cadavres des chats pétrifiés. Mais quand on le releva, lui, il était bien conservé. On le porta chez les siens pour les funérailles, mais le 2e jour, alors qu'on l'avait placé sur le bûcher funéraire, il revint à la vie, et une fois revenu à la vie, il racontait ce qu'il avait vu là-bas. Aussitôt qu'il se fut détaché de lui, dit-il, son âme s'était mise en chemin en compagnie de plusieurs autres. Elles, donc au pluriel, les âmes étaient parvenues dans un endroit prodigieux où il y avait dans la terre 2 ouvertures contiguës et dans les hauteurs du ciel 2 autres ouvertures situées juste en face. Des juges siégeaient dans l'espace intermédiaire entre ces ouvertures. Ceux-ci, quand ils avaient prononcé leur jugement, ordonnaient aux justes de prendre le chemin qui, vers la droite,
montaient pour entrer au ciel, leur ayant attaché sur le devant des indications concernant l'objet de leur jugement. Aux injustes, ils ordonnaient de prendre le chemin qui, vers la gauche, va vers la région intérieure, et ceux-là avaient dans le dos des indications concernant tout ce qu'ils avaient fait. Donc là, il n'y a rien de vraiment très surprenant, c'est le récit d'un jugement des âmes avec les bons et les mauvais. Mais donc, je n'ai pas le temps de vous lire, c'est tout un livre, c'est vraiment très beau. Donc, je n'ai pas le temps de vous lire l'ensemble, je résume. Donc, il est bien évident que les justes et les injustes sont jugés tels, tout simplement parce qu'ils ont vécu une vie qui était juste ou une vie qui était injuste. En d'autres termes, ce qui est important pour le jugement d'une âme, c'est la vie sur terre antérieure. Et donc, ce qui est important, c'est la mémoire qu'entraînent ces âmes. Et on le verra plus loin. En d'autres termes, l'identité personnelle d'une âme dépend de la mémoire de ses actions passées. Et donc on va le voir, c'est vraiment très intéressant parce que ces âmes sont jugées et donc ils vont être amenés à faire le choix d'une nouvelle vie. On va devenir un lion, un singe, etc., ou un homme ou une femme. Et ces incarnations vont dépendre de la qualité de la vie antérieure. Et la qualité de la vie antérieure implique que les êtres humains, enfin les âmes en question, parce que là le corps a disparu, que les âmes en question aient la mémoire de leur passé. C'est absolument fondamental. C'est-à-dire que, encore une fois, j'y reviens, l'identité personnelle qui implique un jugement moral est absolument associée à la mémoire du passé d'une âme. Et c'est tellement vrai que, à la fin du mythe, quand les âmes ont choisi leur nouvelle vie, eh ben, ils vont être amenés à oublier leur vie antérieure pour recommencer une nouvelle vie et reprendre une nouvelle identité. Et donc, je vous lis ce qu'on trouve à la fin du mythe. Lorsque toutes les autres âmes eurent traversé, donc une fois qu'elles ont choisi leur nouvelle vie, elles vont dans une plaine où elles passent la nuit. Et donc, voilà. Lorsque les autres âmes eurent traversé, elles se mirent en route vers la plaine du Léthé par une chaleur terrible et étouffante. Et il n'y avait en effet aucun arbre, rien de ce que fait pousser la terre. Et là, au bord du fleuve Amélès, au bord du fleuve Amélès, dont chacun, au bord du fleuve Amélès, dont aucun récipient ne peut contenir l'eau, elles établirent leur campement, car la nuit approchait. Toutes devaient boire une certaine quantité de cette eau, mais celles qui n'étaient pas privilégiées par l'exercice de la raison réfléchie en buvaient plus que de mesure, plus que la mesure prescrite. Celles qui buvaient à chaque fois oubliaient tout le passé. Lorsqu'elles se furent couchées sur le coup de minuit, il y eut un coup de tonnerre et un tremblement de terre, et elles furent, en un éclair, transportées hors de cet endroit, chacune s'élevant vers le lieu de sa naissance, comme les étoiles fusant de toutes parts. Il avait été interdit à Aër, c'est notre héros, de boire de cette eau. Ben, il ne pouvait pas boire de cette eau puisqu'il devait se souvenir
de ce qu'il avait vu de boire de cette eau, et lui-même rapporta qu'il ne savait pas comment ni par quel chemin il avait été ramené dans son corps, si ce n'est qu'en se réveillant brusquement, il eut conscience de se trouver là, à l'aube, étendu sur le bûcher funéraire. Donc je trouve que c'est presque un film, et c'est vraiment extrêmement intéressant, encore une fois, d'un point de vue philosophique. Tout simplement parce que pour qu'une âme soit jugée, elle doit garder la mémoire de ses expériences, de sa vie antérieure, de sa vie physique antérieure. Et une fois qu'elle a choisi un nouveau corps dans lequel s'incarner, elle doit oublier sa vie antérieure pour reprendre une nouvelle vie. Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la mémoire, dans ce mythe et dans d'autres, est présentée comme l'instrument de la personnalité, l'instrument de la personnalité. Et ce qui est intéressant, et on le voit dans les pages qui précèdent, ce qui est intéressant, c'est qu'une personnalité humaine se construit à partir de la mémoire. Mais la mémoire, ce n'est pas la réalité. La mémoire, c'est la réalité qui a été transformée. Donc, la mémoire d'un individu, ça n'est pas comme une bobine de film qui recracherait les mêmes scènes. La mémoire qui constitue une personnalité, c'est une mémoire qui se modifie sans cesse et qui prend des couleurs différentes en fonction des événements. Et donc, encore une fois, cette idée de jugement des âmes implique la certitude qu'on ne peut définir une personnalité qu'en fonction des souvenirs d'une âme. Et la mort est ce qui donne un point final à ce récit. En d'autres termes, une personnalité, c'est un récit mémorial. Une personnalité individuelle, c'est un récit mémorial. Et donc, c'est ce qu'on peut voir quand on regarde quand on relit ces mythes platoniciens qui portent sur le jugement des âmes. Mais donc, cette idée que la mémoire, c'est ce qui fabrique une personnalité individuelle, implique aussi une autre dimension qui est une dimension sociale. Et cette dimension sociale, elle est donnée par l'intermédiaire du mythe, ce que Platon critique de façon très, très violente. Et Platon critique le mythe alors qu'il l'utilise, et on pourrait dire que Platon se contredit, mais en fait, Platon ne se contredit pas. Pour Platon, le mythe est, pour l'ensemble des gens dans un groupe, le meilleur moyen d'éducation, tout simplement parce que le mythe, qui implique un récit sur différents événements plus ou moins lointains et plus ou moins réels, le mythe sert à constituer l'identité d'un groupe. Et pour Platon, la Grèce ancienne, jusqu'à lui, a été éduquée par les poètes qui fabriquaient des mythes. Et les récits des poètes n'étaient pas des récits qui n'étaient attachés à rien, c'est des récits qui transmettaient des valeurs et des savoirs. Et ces valeurs et ces savoirs donc, qui étaient transmis
par le récit impliquait une identification des auditeurs. En d'autres termes, le poète, et c'est ce que Platon leur reproche au livre 2 et 3 de la République, et même au livre 10, ce que Platon reproche au mythe qui fait le récit, qui transmet un certain nombre de récits, c'est qu'il amène les auditeurs à s'identifier aux héros, qui sont des dieux, des démons, des grands hommes du passé, des gens qui viennent de l'Hadès, etc. Et donc, pour Platon, les mythes, encore une fois, je le dis, transmettent des valeurs et des récits d'un groupe. Et c'est ça qui fait l'identité du groupe. L'idée fondamentale n'est pas de savoir si le mythe est vrai ou faux, on ne peut pas le savoir, puisque de toute façon, le mythe parle de temps passé et dont il ne reste plus de témoins. Et par voie de conséquence, on ne peut accuser le mythe d'être... on ne peut dire que le mythe est vrai ou faux. Et en fait, Platon ne rejette pas le mythe parce qu'il raconte des faussetés. Il rejette le mythe parce que le mythe modèle le comportement des individus. Et encore une fois, ça vous paraîtra peut-être bizarre, mais on peut, jusqu'à un certain point, associer l'espèce de fascination que provoque le mythe chez les auditeurs à ce qui se passe avec la pop music, le cinéma, etc., etc. Donc il y a une espèce... C'était pire avant, à mon époque. On avait tendance beaucoup plus à s'identifier aux acteurs et aux chanteurs pop. Mais c'est ce que Platon refuse au mythe, c'est de modifier le comportement des individus en les faisant imiter des dieux, par exemple, qui sont pires que les hommes puisqu'ils violent, ils volent, ils se battent entre eux et ils mentent comme c'est pas possible. Donc la critique que Platon fait du mythe, c'est une critique qui est une censure morale et non pas une critique logique ou une critique esthétique. Puisque Platon, quand on le lit, on s'aperçoit à quel point il est marqué par les poètes, et notamment par Homère. Et c'est quelqu'un qui écrit admirablement. Donc, encore une fois, Platon critique le mythe parce que le mythe modèle le comportement des individus. Et il modèle le comportement des individus par l'intermédiaire de récits qui portent sur le passé. Et donc, c'est intéressant parce que, notamment quelqu'un comme Détienne a fait un livre là-dessus, il y a très rapidement, en Grèce ancienne, à l'époque de Platon et un peu avant, un affrontement entre le mythe et l'histoire. Tout simplement parce que des gens comme Hérodote et Thucydide prétendent fonder leur récit sur des témoignages directs ou indirects. Alors que le mythe n'a pas besoin de témoignages. Le mythe transmet des récits qui véhiculent des valeurs et des savoirs, et sans se poser la question de savoir si ça s'est passé comme ça ou pas. Ça n'a aucune importance. Et de toute façon, le mythe meurt quand on commence à le mettre par écrit. Tant que le mythe est oral, ça fonctionne très très bien, puisque de toute façon, la dernière version du mythe, c'est la bonne. Et donc, on n'a pas à se poser la question de savoir si le mythe entre en conflit avec, si tel récit entre en conflit avec tel autre récit. On ne se pose pas la question de savoir si ce qu'on raconte dans un récit, c'est vraisemblable ou pas vraisemblable, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est justement le plaisir que donne le mythe et surtout le fait que le mythe
permet une identification des auditeurs. Donc, encore une fois, je le répète, le mythe, c'est ce qui donne un sens à l'identité d'un groupe. Par l'intermédiaire d'un certain nombre de récits dont on ne se pose pas la question de savoir s'ils sont vrais ou faux, moral ou pas moral, on se regroupe autour justement de ces récits et on essaie d'imiter les héros de ce récit. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup écrit sur le mythe de l'Antiquité, parce que j'estime qu'on ne tient pas assez en compte ces récits populaires et donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites là-dessus dans le monde russe, ces récits populaires qui, je le répète et encore une fois, je suis désolé de me répéter, mais qui permettent à un groupe humain de définir son identité. Et c'est une identité qui ne se fonde pas sur une réalité logique, une réalité morale, une réalité qui soit incontestable. C'est quelque chose c'est un récit autour duquel on se reconnaît. Et tout simplement, comme une personnalité humaine, c'est le résultat d'un récit, c'est le résultat d'un récit qui porte sur les événements passés d'une vie. Et pour un groupe, c'est la même chose. L'identité dépend d'un récit sur les événements passés qu'a connu ce groupe. Et encore une fois, ni dans le cas de l'individu, ni dans le cas de l'individu, ni dans le cas de l'individu, ni dans le cas du groupe, on ne se pose la question de savoir si ça correspond à quelque chose ou pas. Ce qui est important, c'est le récit qui porte sur des événements passés dont on estime qu'on est le résultat. Donc, je voudrais terminer, je ne sais pas si... je voudrais terminer sur un platonicien du IIIe siècle, c'est-à-dire Plotin. Et ce Plotin... Ce Plotin, donc, c'est un platonicien du IIIe siècle. Il est né en Égypte, mais il enseigne à Rome. Et donc, c'est quelqu'un qui est très intéressé par l'allégorie. Qu'est-ce que l'allégorie? C'est une interprétation des différents poètes. C'est une interprétation des mythes qui permet de lire un texte à double sens. C'est-à-dire qu'on a un premier sens qui est connu par tout le monde et un second sens qui, lui, n'est perceptible que par ceux qui sont vraiment initiés à des doctrines philosophiques. Et Plotin utilise beaucoup cette méthode interprétative pour donner son enseignement. Et donc là, je vais prendre l'exemple d'Héraclès. Je vais vous dire une page. J'espère que ça ne sera pas trop long pour vous parce que Plotin, c'est un peu spécial. Donc c'est un platonicien du IIIe siècle. Donc c'est lui qui a écrit un certain nombre, 54 traités, encore une fois, on n'en est pas sûr, peu importe, que Porphyre, son disciple, a réuni en Énéade.
c'est-à-dire que Porphyre a découpé les traités de Plotin pour arriver à 6 fois 9, 54. Donc il y a 6 fois 9 traités en grec. Énéas, ça veut dire 9. Donc il y a 6 Énéades. Il y a 6 Énéades, 6 fois 9 traités qui sont classés par ordre de croissance dans la connaissance de la doctrine de Plotin. Donc, les trois premières Énéades portent sur la nature et l'éthique, les deux autres sur l'âme et l'intellect, et la dernière sur l'un, qui est le sommet de la philosophie suivant Plotin. Donc, je vous lis la fin du traité 27, qui est Énéade 4.3, et où Plotin va parler du souvenir, de la mémoire. Donc là, ça ne sera pas vraiment la mémoire, la réminiscence telle que Platon l'a décrit dans le Ménon, par exemple, dans le Phèdre ou dans le Phédon. C'est une mémoire qui tient compte des deux dimensions du souvenir. Parce que pour Plotin, l'âme humaine, donc, il croit à la réincarnation comme Platon, mais donc l'âme humaine descend de l'intelligible, enfin de cette région où les âmes ne sont pas liées à des corps, descend à travers les sphères célestes et vient s'incarner. Et pour Plotin, il y a donc deux dimension à la mémoire, une mémoire qui a pour objet l'intelligible, qui se trouve avant l'âme, et une mémoire qui a pour objet le sensible, c'est-à-dire lorsque l'âme est incarnée dans un corps humain. Et donc, il va prendre comme modèle de cette ambivalence Héraclès. Héraclès, je vous le rappelle, donc c'est à la fois, c'est supposé être le fils d'Amphitryon et d'Alcmène, mais en fait Zeus, pendant qu'Amphitryon était parti, est allé coucher avec Alcmène, et donc le résultat c'est Héraclès. Donc Héraclès est entre les deux, c'est-à-dire c'est un dieu parce que c'est le fils de Zeus, et c'est un homme parce que c'est une femme qui l'a engendré. Donc vous allez voir comment les choses se présentent, et je pense que ça fait bien la synthèse avec tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire d'une part la réminiscence de l'intelligible chez Platon, et d'autre part la fabrication d'une personnalité d'un groupe, personnalité d'un individu à partir de l'expérience sensible. Donc je vous lis, j'espère que ça ne sera pas trop long, c'est une page. Mais parce que Plotin ne donnait pas de cours, magistraux. Plotin répondait aux questions de son auditoire. Et on peut penser là que c'est Porphyre, son principal disciple, qui pose la question. Mais qu'en est-il du souvenir de mes amis, de mes enfants, de notre femme? Parce que Plotin vient de parler de la réminiscence, le souvenir de l'intelligible, dans le cadre de la science. Qu'en est-il du souvenir de notre patrie et de tout ce dont il n'est pas absurde que se souvienne un homme de qualité? Eh bien, répond Plotin, la faculté de représentation se souvient de chacune de ces choses en subissant une affection, tandis que l'homme de qualité peut avoir des souvenirs de ces choses sans en être affecté. Car au point de départ, sans doute, l'affection se trouve en cet homme. Et parmi ces émotions, ce sont les plus nobles qui atteignent l'âme de qualité.
dans la mesure où cette âme entretient une communauté avec l'autre. Or, il convient que l'âme inférieure désire faire acte de mémoire comme l'autre, surtout quand cette dernière aussi est de qualité, car l'âme qui, au point de départ, est meilleure, devient encore meilleure par l'éducation qu'elle reçoit de l'âme supérieure. En revanche, l'âme supérieure, dont l'existence heureuse doit s'estimer heureuse d'oublier ce qui lui vient de l'âme inférieure, car il peut arriver que, même quand l'âme supérieure est sage, l'autre âme soit de mauvaise qualité et qu'elle doive être contenue de force par la meilleure. Plus elle s'efforce de monter vers le haut, plus elle oublie les choses, à moins que toute sa vie même, ici-bas, ait été telle qu'elle n'a de souvenir que des choses les meilleures, étant donné que, même là-bas, il convient de se soustraire aux soucis humains. Il est donc nécessaire de se soustraire à leurs souvenirs aussi. Dès lors, si quelqu'un dit que l'âme bonne est oublieuse, il a raison de le dire si c'est en ce sens, car elle s'enfuit loin du multiple et conduit le multiple à l'un une fois qu'elle a abandonné l'indéterminé. C'est de cette façon en effet qu'elle ne sera pas chargée de souvenirs et qu'elle arrivera à terre légère et seule avec elle-même. Même ici-bas, dès lors qu'elle souhaite aller là-bas, elle laisse échapper tous les autres souvenirs, bien qu'elle reste ici. Et il y a peu de souvenirs d'ici-bas qui se conservent aussi là-bas. Et quand elle est dans le ciel, il y en a encore moins. L'Héraclès, qui se trouve dans l'Hadès, peut encore parler de sa bravoure, mais il estime que c'est là peu de choses quand il a changé de demeure pour s'établir dans des lieux plus saints, quand il se trouve dans l'intelligible et qu'il est doué d'une force supérieure à celle d'Héraclès dans ces concours auxquels prennent part les sages. Donc, ça vous paraît très ésotérique, mais en fait, il faut comprendre donc que pour Plotin, l'âme donc est une réalité qui donc se détache d'une partie qui reste dans l'intelligible, et l'âme descendue descend à travers les sphères célestes, se charge de souvenirs en descendant dans ces sphères célestes et garde le souvenir de l'intelligible. Et lorsqu'elle est dans un corps, elle s'associe à d'autres types de souvenirs, c'est-à-dire à tout ce qui se passe dans sa vie de tous les jours, comme le dit l'interlocuteur, le souvenir de ses amis, de ses enfants, de sa femme, de sa patrie, etc. etc. Donc on retrouve chez Plotin deux types de souvenirs, des souvenirs de choses rationnelles et des souvenirs d'événements sensibles. Donc c'est la raison pour laquelle Plotin prend l'image d'Héraclès. Et donc Héraclès est à la fois un dieu, donc il a rapport à l'intelligible, il a les souvenirs qu'un dieu a, mais Héraclès se trouve dans l'Hadès. Et c'est très intéressant parce que, bon, je vais finir là-dessus, c'est une allusion à la fameuse évocation des morts au livre 11 de l'Odyssée. Donc, Ulysse vient de quitter Circé et il va au pays des Cimmériens. Et là, donc, il va demander à Tiresias
qui est mort, comment parvenir à Ithaque. Et donc il fait un trou dans la terre, il égorge des bêtes, et les morts, attirés par le sang, viennent vers lui. Et donc là, il interview Tirésias, qui lui dit ce qu'il faut faire. Ulysse aussi voit sa mère. Il essaie de l'embrasser, il n'y arrive pas parce qu'il s'agit d'un fantôme. Et à la toute fin de cet épisode, il voit Héraclès. Et Héraclès lui dit qu'en fait, il n'est pas satisfait de cette vie minable dans l'Hadès, mais qu'il y a une partie de lui-même qui se trouve chez les dieux. Et donc c'est intéressant parce que il y a une opposition très nette entre le personnage d'Héraclès évoqué par Ulysse au livre 11 de l'Odyssée et la fameuse histoire d'Héraclès qui épouse Déjanire et qui tue le centaure Nessos et lequel avant de mourir persuade Déjanire que son sang sera un charme pour maintenir l'amour d'Héraclès. Et donc Déjanire donne à Héraclès un vêtement imbibé du sang du centaure et donc ça mange ses chairs, ce qui fait que Héraclès demande à monter sur un bûcher et se fait brûler sur un bûcher. Et à ce moment-là, il y a un éclair et un coup de tonnerre qui fait que qui montre qu'Héraclès rejoint les dieux. Donc on a cette opposition donc, entre un Héraclès qui se trouve chez les dieux et un Héraclès qui se trouve dans l'Hadès. Et donc on retrouve, et c'est ce qui permet à Plotin d'expliquer qu'il y a deux types de souvenirs. Donc d'une part, l'âme reste toujours accrochée à l'intelligible et c'est ce qui lui permet la connaissance, mais l'âme aussi est dépendante des expériences sensibles qu'elle a connues au cours de son existence. Et donc vous le voyez chez Plotin, par l'intermédiaire d'une allégorie, celle qui touche Héraclès arrive à associer ces deux dimensions de la mémoire platonicienne. Donc une mémoire qui porte sur les réalités intelligibles et qui donne une représentation de la science et de l'éducation à travers ce qu'on appelle la réminiscence, anamnésis, et une autre dimension de la mémoire qui touche le sensible et qui permet la constitution d'une personnalité soit individuelle, soit collective. Et donc, j'espère que je n'ai pas été trop, trop sophistiqué ou trop subtil, mais je pense que même si on dépasse et de loin les limites d'une mémoire, comment dire, psychologique ou psychologisante, il y a quand même des choses très intéressantes à ce niveau-là, notamment au niveau de l'éducation, au niveau de la personnalité. Voilà.